La corde au cou. Partie 12. Chapitre 25. C'est rue Mautrec qu'après l'incendie du Valpinçon étaient venus s'établir provisoirement le comte et la comtesse de Clodieuze. La maison louée pour eux par le maire, M. Sénéchal, a été pendant plus d'un siècle la demeure de la famille de Juliac et passe pour une des plus anciennes et des plus magnifiques de Sauveterre. En moins de 10 minutes, le docteur Saignebosse et maître Folga y furent arrivés. De la rue, on n'aperçoit qu'un grand mur, contemporain du château, à ce que prétendent les archéologues, et tout fleuri de pariétaires, de giroflées et de gueules de lion. Dans ce mur est encastrée une lourde porte à 2 battants. Le jour, on ouvre un de ces battants et on le remplace par un portillon à claire-voie qui, dès qu'on le pousse, met en mouvement une sonnette. On traverse alors un grand jardin où une douzaine de statues, vertes de mousse, s'émiettent sur leur piédestal à l'ombre des vieux tilleuls plantés en quinconce. La maison n'a que 2 étages. Un large vestibule traverse le rez-de-chaussée et l'on distingue au fond l'escalier de pierre avec sa rampe en fer ouvrée. Une fois dans ce vestibule, M. Saignebosse ouvrit une porte à droite. « Entrez là, dit-il à maître Folga, et attendez, je monte chez le comte, dont la chambre est au premier, et je vous envoie la comtesse. » Le jeune avocat obéit, et il se trouva dans un vaste salon largement éclairé par 3 portes-fenêtres ouvrant de plain-pied sur le jardin. Ce salon avait dû être superbe jadis. De belles menuiseries peintes en blanc, rehaussées de filets et d'arabesques d'or, lambrissaient les murs. Au plafond, une vaste composition allégorique représentait des amours joufflus, folâtrant dans un ciel étoilé. Mais le temps avait promené ses doigts crasseux sur toutes ces magnificences d'un autre siècle, effacé à demi les peintures, terni l'or des arabesques, fané l'azur du plafond et écaillé les amours. Et certes, l'ameublement n'était pas fait pour atténuer la mélancolie de ces ruines. Aux fenêtres, pas de rideaux. Sur la cheminée, une pendule et des candélabres à moitié brisés. Puis, çà et là, et comme au hasard, des meubles disparates arrachés à l'incendie du Valpinçon, des chaises, des canapés, des fauteuils et une table ronde toute disloquée et noircie par les flammes. Mais qu'importaient à maître Folga ces détails? Il ne songeait qu'à la démarche qu'il risquait, et dont il comprenait alors seulement l'audace extraordinaire et l'étrangeté. Peut-être eût-il battu en retraite s'il l'eût pu, mais il n'avait pas trop de toute sa volonté pour dominer son trouble. Enfin, il entendit un pas rapide et léger dans le vestibule, et presque aussitôt la comtesse de Clodieuze parut. C'était bien elle, telle qu'elle lui avait été décrite par Jacques, calme, grave et sereine, comme si son âme eût plané bien au-dessus des passions humaines. Loin d'altérer son exquise beauté, les événements terribles qui se succédaient depuis 1 mois lui avaient mis au front comme une auréole divine. Elle avait quelque peu maigri, cependant, et le cercle de bistre qui entourait ses yeux et le désordre de ses cheveux admirables trahissaient la fatigue et les angoisses des longues nuits passées au chevet de son mari. Pendant que maître Folga s'inclinait, « Vous êtes le défenseur de M. de Boiscoran, monsieur ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, » répondit le jeune avocat. « Vous désirez me parler? À ce que vient de me dire le docteur? »« Oui, madame. » D'un geste de reine, elle montra un siège, et s'asseyant elle-même, « Je vous écoute, monsieur, » dit-elle. Non sans une importune palpitation au cœur, maître Folga commença. « Je dois d'abord, madame, vous exposer la situation de mon client. »« C'est inutile, monsieur, je la connais. » « Vous savez alors, madame, qu'il vient d'être renvoyé devant la cour d'assises, et qu'il peut être condamné. » D'un mouvement douloureux, elle secoua la tête, et doucement. « Je sais, monsieur, que le comte de Clodieuze a été victime du plus lâche des attentats, que sa vie est en péril, qu'avant peu, s'il ne survient un miracle de Dieu, je n'aurai plus de mari. Mes enfants n'auront plus de père. »« Mais monsieur de Boiscoran est innocent, madame. » Une profonde surprise se peignit sur les traits de madame de Clodieuze, et, fixant maître Folga, « Qui donc est l'assassin ?» interrogea-t-elle.
Ah, ce n'est pas sans peine que le jeune avocat arrêta sur ses lèvres ce seul mot terrible. Vous, qui montait au fond de sa conscience révoltée. Mais il songea au succès de sa mission, et au lieu de répondre « Pour un accusé, madame, reprit-il, pour un malheureux à la veille du jugement, un avocat est un confesseur auquel il ne cache rien. J'ajouterai que le défenseur a la discrétion du prêtre, et qu'il sait oublier les secrets qui lui ont été confiés. »« Je ne comprends pas, monsieur. »« Mon client, madame, avait un moyen bien simple de se disculper, c'était de dire toute la vérité. Il a mieux aimé risquer son bonheur que de compromettre celui d'une autre personne. » La comtesse eut un geste d'impatience. « Mes moments sont comptés, monsieur, » interrompit-elle. « Veuillez vous expliquer plus clairement. » Mais maître Folga était aussi loin que possible. « Je suis chargé par monsieur de Boiscoran, madame, » reprit-il, « de vous remettre une lettre. » La surprise de madame de Clodius parut se changer en stupeur. « À moi ?» fit-elle. « À quel titre ?» Sans mot dire, le jeune avocat tira de son portefeuille la lettre de Jacques et la tendant à la comtesse. « La voici, » dit-il. Elle la prit, d'une main qui ne tremblait pas, et l'ouvrit lentement. Mais, dès qu'elle l'eut parcouru, se dressant en pied, pourpre et les yeux pleins d'éclairs, « Savez-vous ce que contient cette lettre ?»« Monsieur ?» s'écria-t-elle. « Oui. »« Vous savez que monsieur de Boiscoran ose m'y appeler de mon nom de jeune fille, Geneviève, comme mon mari, comme mon père ?» Le moment décisif venu, maître Folga avait tout son sang-froid. « Monsieur de Boiscoran, madame, prétend qu'il vous nommait ainsi autrefois, rue des Vignes, au temps où vous l'appeliez Jacques. » La comtesse paraissait abasourdie. « Mais c'est infâme, monsieur, » balbutia-t-elle. « Ce que vous dites là. Quoi ? Monsieur de Boiscoran a pu vous dire que moi, la comtesse de Clodieuses, j'ai été sa maîtresse ?» « Il me l'a dit, oui, madame. Et il affirme que peu d'instants avant l'incendie, il était près de vous, et que s'il avait les mains noircies, c'est qu'il venait de brûler votre correspondance et la sienne. » Elle se redressa sur ces mots, et d'une voix vibrante, « Et vous avez pu croire cela ?» s'écria-t-elle. « Vous ! Ah, le premier crime de monsieur de Boiscoran n'est rien comparé à celui-ci. Il ne lui suffisait pas d'avoir incendié notre maison et de nous avoir ruinés. Il veut nous déshonorer. Il ne lui suffit pas d'avoir pris la vie du mari. Il lui faut l'honneur de la femme. » Elle parlait si haut que du vestibule on devait entendre les éclats de sa voix. « Plus bas, madame, de grâce, » fit maître Folga. « Plus bas. » Elle le foudroya d'un regard de mépris souverain, et haussant encore le ton. « Oui, » continua-t-elle, « je conçois que vous ayez peur d'être entendu. Mais moi, qu'ai-je à craindre ? Je voudrais que l'univers entier nous écoutât et nous jugeât. Plus bas, dites-vous ? Pourquoi plus bas ? Pensez-vous donc que si monsieur de Clodieuses n'était pas mourant, cette lettre ne serait pas déjà entre ses mains ? Ah, il saurait faire justice de cette lettre infâme. Lui, tandis que moi, une femme. Jamais je n'avais compris si terriblement que tout le monde croit mon mari perdu et que je vais rester seule au monde, sans protecteur, sans ami. » « Mais, madame, monsieur de Boiscoran vous jure le secret le plus absolu. »« Le secret de quoi ? De vos lâches insultes ? De l'abominable intrigue dont ceci n'est sans doute que le prélude ?» Maître Folga pâlit sous l'outrage. « Ah, prenez garde, madame, » fit-il d'une voix sourde. « Nous avons des preuves flagrantes, irrécusables. » D'un geste impérieux, madame de Clodieuses l'arrêta et, superbe de douleur, de dédain et de colère. « Eh bien, » s'écria-t-elle, « produisez-les, ces preuves. Allez, faites, agissez, parlez. Nous saurons si la vile calomnie d'un criminel peut entamer l'intacte réputation d'une honnête femme. Nous verrons si de cette boue où vous vous débattez, une seule éclaboussure jaillira jusqu'à moi. » Et, jetant aux pieds du jeune avocat la lettre de Jacques, elle gagna la porte. « Madame, dit encore maître Folga,
Madame !» Elle ne daigna même pas tourner la tête, et elle disparut, le laissant seul au milieu du salon, si écrasé de stupeur qu'il en perdait jusqu'à la faculté de réfléchir. Heureusement, le docteur Saignebosse revenait. « Par ma foi, commença-t-il, je ne me serais jamais imaginé que madame de Clodius prendrait si bien ma trahison. C'est exactement comme à l'ordinaire qu'elle vient, en vous quittant, de me demander comment j'ai trouvé son mari ce matin et ce qu'il y a à faire. Je lui ai répondu. » Mais le reste de sa phrase s'étouffa dans sa gorge. Il s'apercevait enfin de l'attitude de maître Folga. « Ah ça, qu'avez-vous » interrogea-t-il. Le jeune avocat le regardait de l'air d'un homme pris de vertige. « J'ai, répondit-il, que je me demande si je veille ou si je rêve. J'ai que, si cette femme est coupable, son audace passe toute croyance. »« Comment ? Si. En êtes-vous à douter de sa culpabilité ? » Tout en maître Folga trahissait le plus affreux découragement. « Eh, le sais-je moi-même, dit-il. Ne voyez-vous pas que je n'ai plus ma tête à moi, que je ne sais plus qu'imaginer, ni que croire ? Oh, c'est ainsi. Et cependant, docteur, je ne suis pas un naïf. Et depuis 5 ans que je plaide aux criminels et que je fouille au plus bas fond des couches sociales, j'ai découvert d'étranges choses, rencontré des types inouïs et écouté d'effroyables confidences. » Le docteur, à son tour, était abasourdi, jusqu'à ce point d'oublier de tracasser ses lunettes d'or. « Que vous a donc dit madame de Clodius ?» demanda-t-il. « Je vous le répéterai, répondit maître Folga, que vous n'en seriez pas plus avancé. Il vous eût fallu être là, et la voir, et l'entendre. Quelle femme ! Pas un des muscles de son visage ne tressaillait. Son œil restait limpide et clair. Nulle émotion n'altérait le timbre de sa voix. Et de quel air elle me défiait. Mais tenez, docteur, je vous en prie, sortons. » Ils sortirent, en effet, et déjà ils étaient au tiers de la longue allée du jardin lorsqu'ils aperçurent, s'avançant vers eux, l'aînée des filles de la comtesse de Clodius, rentrant, avec sa bonne, de la promenade. Monsieur Saignebosse s'arrêta et, serrant le bras du jeune avocat et se penchant à son oreille. « Attention, fit-il, la vérité se trouve dans la bouche des enfants, n'est-ce pas ?»« Qu'espérez-vous » murmura maître Folga. « Éclaircir un point douteux. Silence, et laissez-moi faire. » Déjà la petite fille arrivait à eux. C'était une gracieuse enfant de 8 à 9 ans, blonde, avec de grands yeux bleus, grande pour son âge, et qui avait presque toute l'intelligence d'une jeune fille, sans en avoir les timidités. « Bonjour, ma petite Marthe, » lui dit le docteur de sa plus douce voix, qui était fort douce quand il voulait. « Bonjour, messieurs, » répondit-elle avec une jolie révérence. Se penchant vers elle, monsieur Saignebosse mit un bon baiser sur ses joues roses, puis, la regardant. « Mais tu as l'air toute triste, Marthe, » ajouta-t-il. « C'est que papa et ma petite sœur sont bien malades, monsieur, » dit-elle avec un gros soupir. « Et aussi parce que tu regrettes le Valpinçon. »« Oh oui. »« C'est cependant bien joli ici, et tu as pour jouer un grand jardin. » Elle secoua la tête et baissant la voix. « C'est vrai que c'est joli, dit-elle. Seulement, j'y ai peur. »« Et de quoi, ma mignonne ?» Elle montra les statues, et toute frissonnante. « Le soir, répondit-elle, à la brune, il me semble toujours qu'elle remue, et je crois voir des personnes qui se cachent derrière les arbres, comme l'homme qui a voulu tuer papa. »« Il faut chasser ces vilaines idées, mademoiselle, » interrompit maître Folga. Mais M. Saignebosse ne le laissa pas poursuivre. « Comment, Marthe ? Tu es si peureuse que cela ? Je te croyais, au contraire, très brave. Ton papa m'avait affirmé que, la nuit de l'incendie du Valpinçon, tu n'avais pas été effrayée du tout. »« Papa a dit la vérité. »« Et cependant, quand tu as été réveillée par les flammes, ce devait être terrible. »« Oh, ce n'est pas les flammes qui m'ont réveillée, docteur. »« Pourtant, quand le feu a éclaté. »« Je ne dormais pas plus qu'en ce moment, docteur, parce que j'avais été réveillée par le bruit de la porte que maman avait fermée très fort en rentrant. » Un même pressentiment terrible fit tressaillir le médecin et l'avocat.
Tu dois te tromper, Marthe, reprit le docteur. Ta maman n'était pas rentrée au moment de l'incendie. Pardonnez-moi, monsieur. Non, tu te trompes. La fillette se redressa, et de cette mine grave que prennent les enfants lorsqu'ils voient qu'on doute de leurs paroles. Je suis sûre de ce que je dis, insista-t-elle, et je me souviens très bien de tout. On m'avait couchée à l'heure ordinaire, et comme j'étais très lasse d'avoir joué, je m'étais endormie tout de suite. Pendant que je dormais, maman est sortie, mais en rentrant, elle m'a réveillée. Sitôt rentrée, elle est allée se pencher sur le lit de ma petite sœur, et elle l'a regardée un bon moment, d'un air si triste que j'ai eu envie de pleurer. Après cela, elle est allée s'asseoir près de la fenêtre et de mon lit. N'osant lui parler, je voyais de grosses larmes rouler le long de ses joues, quand un coup de fusil a retenti au dehors. C'est un regard d'angoisse qu'échangeaient maître Folga et monsieur Seignebos. Ainsi, ma mignonne, insista le médecin, tu es bien certaine que ta maman était dans votre chambre quand on a tiré un premier coup de fusil? Certainement, docteur. Et même, en l'entendant, maman s'est dressée toute droite, la tête penchée, comme quelqu'un qui écoute. Presque aussitôt, le second coup a retenti. Maman a levé les bras en l'air, en s'écriant « Oh, mon Dieu !» et tout de suite elle est sortie en courant. Jamais sourire ne fut plus faux que celui que le docteur Seignebos, non sans un grand effort de volonté, maintenait sur ses lèvres. « Tu as rêvé cela, Marthe ?» fit-il. Ce fut la bonne, jusque-là silencieuse, qui répondit. « Mademoiselle ne rêvait pas, prononça-t-elle. Moi aussi, j'avais entendu les détonations, et j'avais ouvert la porte de ma chambre pour savoir ce que ce pouvait être, quand j'ai vu madame traverser le palier en 2 sauts et se lancer dans l'escalier. »« Oh, je ne discute pas, » interrompit le docteur, du ton le plus indifférent qu'il put prendre. Qu'importe cette circonstance. Mais la fillette tenait à achever son récit. « Maman partit, continua-t-elle, l'inquiétude me prit, et je me soulevai sur mon lit, prêtant l'oreille. Je ne tardai pas à entendre des bruits que je ne connaissais pas, des craquements et des pétillements, et aussi comme des cris dans le lointain. La peur me prenant, je sautai à terre et je courus ouvrir la porte. Mais je faillis être renversée par un tourbillon de fumée et d'étincelles. Pourtant, je ne perdis pas la tête. Je réveillai ma petite sœur, je la pris dans mes bras et j'allais essayer de gagner l'escalier quand Cocoleu arriva comme un fou, qui nous enleva toutes deux et nous emporta. « Marthe !» cria une voix dans la maison. « Marthe !» L'enfant interrompit court son discours. « C'est maman qui m'appelle, » dit-elle, et, faisant une belle révérence, « Au revoir, messieurs. » Déjà Marthe avait disparu, que Seignebos et maître Folga restaient encore plantés sur leurs pieds, se regardant d'un air de suprême détresse. « Nous n'avons plus rien à faire ici, docteur, » dit enfin le jeune avocat. « En effet, rentrons, et même hâtons-nous, car on m'attend peut-être. Vous déjeunez avec moi. » Ils se retirèrent alors, la tête basse, et à ce point abîmés dans leurs réflexions qu'ils oubliaient de rendre les coups de chapeau qu'on leur tirait le long des rues, circonstance qui fut remarquée de plusieurs bourgeois. En arrivant chez lui, « 2 couverts, dit le docteur à son domestique, et monte une bouteille de vin de Médicis. » Et lorsqu'il eut conduit l'avocat à son cabinet de travail, « Maintenant, commença-t-il, que pensez-vous de l'aventure ?» Maître Folga eut un geste de douloureux abattement. « Je m'y perds, murmura-t-il. Peut-on admettre que madame de Clodieuse ait fait le mot à sa fille? Non. Et à sa femme de chambre? Encore moins. Une femme de cette trempe ne se confie à personne. Elle combat, triomphe ou succombe seule. Donc la bonne et l'enfant nous ont dit la vérité. Je le crois fermement. C'est ma conviction. Alors elle n'est pour rien dans le meurtre de son mari? Hélas. Ce que maître Folga ne remarquait pas, c'est qu'un victorieux sourire éclairait la physionomie du docteur Seignebos. Il avait retiré ses lunettes d'or et les essuyant vigoureusement. « Si la comtesse était innocente, reprit-il, Jacques serait donc coupable. Jacques nous aurait donc dupés tous. » Maître Folga secouait la tête.
« De grâce, docteur, fit-il, avec un effort. Ne me pressez pas ainsi. Laissez-moi me recueillir, rassembler mes idées. Je suis épouvanté de mes conjectures. Non, M. de Boiscoran ne nous a pas menti, et assurément Madame de Clodieuze a été sa maîtresse. Non, il ne nous a pas trompés, et certainement le soir du crime, il a eu une entrevue avec la comtesse. Marthe ne nous a-t-elle pas dit que sa mère était sortie? Où allait-elle? Sinon, au rendez-vous. Seulement, il hésitait. « Oh, allez, allez, dit le médecin, vous n'avez rien à craindre de moi. » Eh bien, il se pourrait qu'après que Madame de Clodieuze a eu quitté M. de Boiscoran, la fatalité s'en fût mêlée. M. de Boiscoran nous a conté comment les lettres qu'il brûlait s'étaient enflammées tout à coup, avec une telle violence qu'il en avait été effrayé. Qui nous dit qu'une flamèche emportée par le vent n'a pas mis le feu au paillet? Tirez les conséquences. Au moment de se retirer, M. de Boiscoran aperçoit ce commencement d'incendie. Il court essayer de l'éteindre. Ses efforts sont inutiles, la flamme gagne de proche en proche, elle grandit, elle illumine déjà toute la façade du château. À ce moment, M. de Clodieuze sort. M. de Boiscoran se croit surpris. Il voit ses amours dévoilés, son mariage rompu, sa vie manquée, son avenir brisé, son bonheur anéanti. Il perd la tête, il ajuste le compte, il fait feu et s'enfuit éperdu. Et ainsi s'explique la maladresse des coups et aussi cette circonstance jusqu'ici inexplicable d'un assassinat tenté avec du plomb de chasse. « Malheureux !» interrompit le docteur. « Quoi? Qu'ai-je dit? Gardez-vous de jamais répéter ceci. Telle est l'effroyable vraisemblance de votre hypothèse que, si elle s'ébruitait, vous ne trouveriez plus personne pour vous croire le jour où vous direz la vérité. » « La vérité? Vous pensez donc que je m'abuse? » « Positivement. » Et rajustant ses lunettes. « Ce que je ne pouvais admettre, reprit M. Sennebeaus, c'était que Madame de Clodieuze eût de sa main fait feu sur son mari. J'avais raison, elle n'a pas commis le crime, matériellement, elle l'a seulement commandé. Oh! Serait-elle donc la première? Voilà mon hypothèse, à moi. Avant de rejoindre Jacques au rendez-vous, Madame de Clodieuze avait pris son parti et combiné ses mesures. L'assassin était à son poste. Si elle eût réussi à ramener Jacques, le complice désarmait son fusil et allait tranquillement se coucher. N'ayant pu obtenir que Jacques renonçât à son mariage, résolue à se faire libre pour l'empêcher, elle a donné le signal. L'incendie a été allumé et on a tiré sur le comte. Le jeune avocat ne semblait pas absolument convaincu. En ce cas, il y aurait eu préméditation, objecta-t-il. Et alors, comment le fusil n'était-il chargé que de cendrer? C'est que le complice manquait d'intelligence. Encore bien qu'il eût prévu où tendait le docteur, maître Folga se dressa vivement. Toujours cocoleux, fit-il. Du bout du doigt, M. Sennebeaus se toucha le front. Quand une idée est entrée là, répondit-il, elle y est solidement fixée. Oui, Madame de Clodieuze a un complice. Et ce complice est cocoleux. Et si l'intelligence lui a fait défaut, vous voyez jusqu'où ce misérable idiot pousse le dévouement et la discrétion. Si vous dites vrai, docteur, jamais nous n'aurons la clé de cette affaire, car jamais cocoleux ne parlera. Ne jurez de rien. On m'a proposé un expédient. Il fut interrompu par l'entrée brusque de son domestique. « Monsieur, lui dit ce brave garçon, il y a en bas un gendarme qui vous amène un individu qu'il faudrait faire admettre d'urgence à l'hôpital. »« Qu'il monte, » répondit le médecin, et pendant que le domestique courait remplir la commission, « Voilà mon expédient, maître Folga, » dit M. Sennebeaus. « Attention. » Un pas pesant ébranlait déjà l'escalier, et presque aussitôt un gendarme parut qui, d'une main, tenait un violon, et de l'autre aidait à marcher un pauvre diable. « Goudard !» faillit s'écrier maître Folga. C'était Goudard, en effet, mais en quel état? Les vêtements déchirés et tachés de boue, pâle, l'œil hagard, la barbe et les lèvres souillées d'une écume blanchâtre. « Voilà l'histoire, major, » prononça le gendarme. « Ce particulier jouait du violon dans la cour de la caserne, et nous étions plusieurs aux fenêtres quand, tout à coup, nous l'avons vu tomber par terre et se rouler, et se tordre, et se débattre en hurlant et en écumant comme un loup enragé.
Nous l'avons ramassé, soigné, et je vous l'amène pour savoir. Laissez-nous seuls avec lui, ordonna le médecin. Le gendarme sortit, et la porte fermée. Quel métier! S'écria Goudard d'un accent d'invincible dégoût. Regardez-moi un peu. Quelle honte si ma femme me voyait ainsi. Pouah! Et, sortant un mouchoir de sa poche, il s'essuyait le visage et retirait de sa bouche un petit morceau de savon. L'important, dit le docteur, c'est que vous avez si bien joué votre rôle d'épileptique que les gendarmes y ont été pris. Belle malice, en vérité, et bien honorable surtout. Malice excellente puisque, grâce à elle, avant 1 heure, vous serez à l'hôpital. On vous placera dans le quartier de Cocoleux, et je vous verrai tous les matins. À vous d'agir. Soyez tranquille, répondit l'homme de la préfecture. J'ai mon idée. Puis, se tournant vers maître Folga. Me voilà prisonnier, ajouta-t-il, mais mes précautions sont prises. C'est à vous que l'agent que j'ai envoyé en Angleterre fera parvenir ses renseignements. J'ai, de plus, un service à vous demander. J'ai écrit à ma femme de vous adresser mes lettres. Vous me les ferez parvenir par le docteur. Sur quoi, me voilà prêt à devenir le compagnon de Cocoleux et bien résolu à gagner la maison de la rue des Vignes. Monsieur Seignebos avait signé le billet d'admission. Il rappela le gendarme et, après l'avoir loué de son humanité, il le pria de conduire, ce pauvre diable, à l'hôpital. Et, resté seul avec maître Folga, « À présent, cher maître, dit-il, convenons de nos faits. Devons-nous parler du récit de Marthe et des projets de Goudard ? Non, car Galpin d'Aveline veille, et il suffirait d'un soupçon arrivant jusqu'à l'accusation pour tout faire échouer. Donc, bornez-vous à rapporter à Jacques votre entrevue avec madame de Clodieuze. Et sur tout le reste, silence. » Chapitre 26. Comme presque tous les gens très fins, le docteur Seignebos avait cette faiblesse d'attribuer aux autres une partie de sa clairvoyance. Monsieur Galpin d'Aveline veillait assurément, mais non pas avec l'âpre attention qu'on eût dû attendre d'un tel ambitieux. Avisé le premier de la décision de la chambre des mises en accusation, il se sentit délivré des angoisses qui le torturaient. Il respira. De remords, il n'en eut pas l'ombre. Il n'eut pas un regret. Il ne songea pas que ce prévenu que la chambre renvoyait devant la cour d'assises avait été son ami d'autrefois, et un ami dont il était fier, dont l'hospitalité l'enchantait, dont il avait sollicité l'alliance. Non, ce qu'il se dit, c'est qu'ayant hasardé une partie scabreuse, dont son avenir était l'enjeu, il venait de la gagner haut la main. Évidemment, sa responsabilité était loin d'être dégagée, mais son rôle de magistrat instructeur était terminé. Il n'avait pas à paraître au débat. Quoi qu'il advînt, il échappait, pensait-il, à la réprobation qui l'eût frappé si son enquête eût abouti à une ordonnance de non-lieu. Il ne se dissimulait pas que jamais il ne serait vu d'un bon œil à Sauveterre, que ses relations y resteraient pénibles, que jamais, volontiers, une main ne serrerait la sienne. Il s'en inquiétait peu. Sauveterre, une misérable sous-préfecture de 5000 âmes. Il espérait bien n'y plus moisir longtemps, et qu'un brillant avancement allait récompenser son audace et le délivrer des sottes récriminations. Ailleurs, dans la ville où il serait nommé, une grande ville, supposait-il, l'éloignement atténuerait et effacerait même ce que sa conduite avait eu d'odieux. Il ne lui resterait du passé que la réputation d'un de ces magistrats étonnants, comme les dépeignent les formulaires, qui sacrifient tout à l'intérêt sacré de la justice, qui place l'inflexible devoir bien au-dessus de toutes ces considérations qui troublent et émeuvent le vulgaire, dont l'âme est comme un roc où viennent se briser, impuissantes, toutes les passions humaines. Et avec une telle réputation, son savoir-faire et son envie de parvenir, les occasions ne lui manqueraient plus de se produire, de montrer sa valeur, de se rendre utile, indispensable. Il se voyait escaladant l'échelle périlleuse des hautes situations. Il se voyait à Bordeaux, à Lyon, à Paris. C'est dans les draps de pourpre d'un premier succès qu'il s'endormit ce soir-là. Et le lendemain, rien qu'à le voir traverser les rues, plus roide et plus hautain qu'à l'ordinaire, les lèvres pincées, le regard froid et dur, les bourgeois observateurs comprirent qu'il devait y avoir du nouveau. « Il faut que les affaires de M. de Boiscoran aillent bien mal, se dirent-ils, pour que M. Galpin d'Aveline soit si fier.
C'est chez le procureur de la République qu'il se rendait. Le prétexte de sa visite était le besoin de quelques signatures, qu'en toute autre occasion il eût envoyé prendre par son greffier. La vérité est qu'il avait sur le cœur les sévères reproches de M. d'Aubigeon et qu'il comptait savourer le régal d'une revanche. Il trouva le vieux collectionneur au milieu de ses bouquins chéris, comme toujours, et plus que jamais d'une humeur massacrante. N'importe, il lui soumit les pièces à signer et, cette besogne faite, tout en replaçant les paperasses dans une serviette à son chiffre. « Eh bien, cher procureur, demanda-t-il d'un ton dégagé, vous connaissez l'arrêt ? Qui de nous deux avait raison ? » Monsieur d'Aubigeon haussa les épaules. « C'est entendu, gronda-t-il. Je ne suis plus qu'un vieil imbécile, un maniaque, je l'avoue. Je me rends à l'évidence. Et comme l'homme d'Horace, stultum me fetteor, liceat, considere, veris, atque etiam insanum. Vous plaisantez ? Que serait-il arrivé, pourtant, si je vous avais écouté ? Je ne tiens pas à le savoir. Monsieur de Boiscoran n'en eût été ni plus ni moins renvoyé devant le jury. Peut-être. Tout autre que moi eût aussi bien recueilli les preuves qui établissent irrévocablement sa culpabilité. C'est une question. Et j'aurais entravé ma carrière en me faisant la réputation d'un de ces magistrats timides qu'un rien arrête. C'est une réputation qui en vaut bien une autre, interrompit le procureur de la République. Il s'était juré de ne rien répondre, que par monosyllabes, mais la colère lui faisait oublier son serment. Un autre que vous, reprit-il d'un ton amer, ne se serait pas uniquement attaché à prouver que M. de Boiscoran était le coupable. Je l'ai prouvé, c'est vrai. Un autre que vous eût cherché le mot de cette énigme. Mais je l'ai, ce me semble. D'un air ironique, M. d'Aubigeon s'inclina. Mes compliments, fit-il. On est heureux de si bien connaître la fin des choses. Félix qui potuit rerum cognoscere causas. Seulement, vous vous abusez peut-être. Vous êtes un juge d'instruction très fort, mais je suis plus vieux que vous dans le métier. Plus je réfléchis à cette affaire, moins je me l'explique. Si vous savez si bien tout, expliquez-moi donc le mobile du crime, car enfin on ne risque pas l'échafaud ou le bagne sans un intérêt considérable, positif, évident. Où est l'intérêt de Jacques ? Vous allez me répondre qu'il haïssait M. de Clodieuze. Est-ce bien une réponse ? Voyons, fouillez un peu votre conscience. Mais basta, personne n'aime à descendre en soi-même. Nemi in sese tentat descendere. M. d'Aveline en était presque à regretter d'être venu. Il avait pensé trouver M. d'Aubigeon fort penaud, et voilà que pas du tout. La chambre des mises en accusation n'a pas eu vos scrupules, fit-il sèchement. Non. Mais les jurés peuvent les avoir. Il en est d'intelligents, quelquefois. Les jurés condamneront M. de Boiscoran sans hésitation. Je n'en mettrai pas la main au feu. Vous l'y mettriez, si vous saviez qui prendra la parole. Oh ? L'accusation sera soutenue par M. Dulopte de la Granzière lui-même. Malpeste. Prétendriez-vous nier son talent ? Visiblement, le juge d'instruction s'irritait, ses oreilles rougissaient, et par contre, M. d'Aubigeon semblait recouvrer toute sa belle humeur. « Dieu me garde, répondit-il, de nier l'éloquence de M. Dulopte de la Granzière. C'est un homme très fort et qui rarement manque son homme. Seulement, vous savez, il en est des réquisitoires comme des livres. Ils ont leur destinée. Habent sua fata. Jacques sera bien défendu. Je ne crains guère maître Magloire. Mais l'autre, maître Folga, un jeune homme sans autorité. Je redouterais bien autrement maître Lachaud. Connaissez-vous leur système de défense ? C'était bien là que le bas blessait M. Galpin d'Aveline, mais loin d'en rien laisser paraître. Pas du tout, répondit-il. Mais que m'importe. Les amis de M. de Boiscoran avaient d'abord songé à tirer parti de Cocoleux. Ils y ont renoncé. Je suis sûr de ce fait. Le commissaire de police, que j'avais chargé d'avoir l'œil de ce côté, m'a assuré que le docteur Saignebosse ne s'occupait même plus de ce pauvre idiot. M. d'Aubigeon souriait d'un sourire ironique, et bien plus pour taquiner M. d'Aveline que parce qu'il le pensait réellement. « Prenez garde, dit-il.
Ne vous fiez pas aux apparences. Vous avez affaire à des gens très fins. Je vous l'ai toujours dit, Coqueleu est peut-être le nœud de l'affaire. Précisément parce que M. de la Grancière portera la parole, vous devez trembler. S'il allait échouer, c'est à vous qu'il s'en prendrait de l'échec, et de sa vie, il ne vous le pardonnerait. Or, il peut échouer. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Multa cadunt inter calicem supremaque labra. Et je suis l'avis de mon vieux Villon. Rien ne m'est sœur que la chose incertaine. À l'accent du procureur de la République, M. d'Aveline comprit bien qu'il ne gagnerait rien à discuter davantage. « Advienne que pourra !» interrompit-il. « L'approbation de ma conscience me suffit. » En se hâtant, de peur d'une réplique, d'expédier les formules de politesse, il sortit, et, tout en descendant l'escalier, « C'est perdre son temps, grommelait-il, que de vouloir raisonner avec un bonhomme pour qui les événements ne sont plus que des prétextes à citation. » Mais il avait beau se débattre, c'en était fait de sa belle assurance. M. d'Aubigeon venait de lui montrer un péril qu'il n'avait pas prévu. Et quel péril! La rancune d'un des personnages les plus influents de la magistrature, d'un de ces hommes bilieux et froids qui ne pardonnent pas. M. d'Aveline avait bien songé à la possibilité d'un échec, c'est-à-dire d'un acquittement. Mais il n'avait pas réfléchi aux conséquences de cet échec. Qui en serait atteint? Le ministère public, surtout, puisqu'en France le ministère public fait de l'accusation une question personnelle et s'estime offensé et humilié s'il manque son homme. Or, qu'adviendrait-il en ce cas? C'est que Dulopte de la Grancière s'en prendrait au juge d'instruction. « C'est dans votre travail, lui dirait-il, que j'ai puisé les éléments de mon réquisitoire. Si je n'ai pas obtenu une condamnation, c'est que votre travail était incomplet. On n'expose pas un homme comme moi à l'humiliation d'un acquittement, et surtout dans une affaire dont le retentissement doit être immense. Vous ne savez pas votre métier. » Une telle parole était une disgrâce positive. C'était, au lieu de l'avancement tant rêvé, l'exil pour la vie, en Algérie ou en Corse. M. Galpin d'Aveline en frissonnait. Il se voyait enseveli sous les décombres de ses châteaux en Espagne, et fatalement, il repassait une fois de plus tous les détails de l'instruction, analysant toutes les preuves qu'il avait fournies, pareil au soldat qui, à la veille d'une bataille, s'assure de l'état de ses armes. Véritablement, il ne découvrait qu'une seule objection, celle du procureur de la République. Où était l'intérêt de Jacques à commettre un si grand crime? Là, évidemment, est le défaut de la cuirasse, pensait-il, et j'agirai sagement en prévenant M. de la Grancière. Les défenseurs de Jacques sont fort capables de faire de cet argument le pivot de leur plaidoirie. Et quoi qu'il en eût dit à M. d'Aubigeon, il les craignait beaucoup, ces défenseurs. Il n'ignorait pas l'influence énorme que maître Magloire devait à l'intégrité de sa vie et à son désintéressement. Il savait fort bien qu'il suffisait que maître Magloire se chargeât d'une affaire pour qu'on l'estimât bonne. On disait de lui « Il peut se tromper, mais ce qu'il plaide, il le croit. » Quelle action un tel homme ne devait-il pas avoir, non sur des magistrats qui arrivent à l'audience avec une opinion inébranlable, mais sur des jurés qui subissent l'impression du moment et se laissent enlever par un discours? Maître Magloire, c'est vrai, n'avait pas cette éloquence dramatique qui fait vibrer les entrailles des foules, mais maître Folga l'avait, lui. M. Galpin d'Aveline avait pris des informations, et un de ses amis de Paris lui avait répondu « Se défier du Folga, logicien bien autrement dangereux que Lachaud. Il possède à un égal degré l'art de troubler la conscience des jurés, de les émouvoir, de leur tirer des larmes et de leur arracher un verdict d'acquittement. Redoutez surtout avec lui les incidents d'audience, car il a toujours quelques surprises en réserve. » Voilà mes adversaires, pensait M. d'Aveline. Quelle surprise me réserve-t-il? Ont-ils véritablement renoncé à se servir de Coqueleu? Il n'avait aucune raison de se défier de son commissaire de police, et cependant son inquiétude devint si grande qu'il se détourna de son chemin pour passer à l'hôpital. La sœur supérieure, comme de raison,
le reçut avec toutes les marques d'une profonde déférence, et dès qu'il s'informa de Coqueleu, « Voulez-vous le voir, monsieur ?» lui demanda-t-elle. « J'avoue, ma sœur, que j'en serais bien aise. »« Venez avec moi, alors. » C'est dans le jardin qu'elle le conduisit, et là, s'adressant à un jardinier, « Où est l'idiot ?» interrogea-t-elle. L'homme planta sa bêche en terre, et de ce respect doucereux qui est le trait distinctif de tous les employés des maisons religieuses. « L'idiot est dans l'allée du fond, ma mère, à cette place qu'il a choisie, vous savez, et d'où on ne peut le faire partir. » Bientôt, en effet, M. d'Aveline et la supérieure l'aperçurent. On lui avait retiré les haillons qu'il portait à son entrée, et on lui avait donné l'uniforme de l'hôpital, une grande capote grise et un bonnet de coton. Il n'en avait pas la mine plus intelligente, mais il était moins repoussant. Assis à terre, il jouait avec des cailloux. « Eh bien, mon garçon, lui demanda M. d'Aveline, comment te trouves-tu ici ?» Il leva sa face hébétée, arrêta son œil morne sur la supérieure, mais ne répondit pas. « Veux-tu revenir au Valpinçon ?» continua le juge. Il tressaillit, mais ne desserra pas les dents. « Voyons, insista M. d'Aveline, réponds, et je te donnerai une pièce de 10 sous. » Bast, Coqueleu s'était remis à jouer. « Voilà comme il est toujours, monsieur, » déclara la supérieure. « Personne, depuis qu'il est ici, n'a pu lui tirer un mot. Promesses, menaces, rien n'y fait. Un jour, pour tenter une expérience, au lieu de lui donner son déjeuner, je lui ai dit « Tu n'auras à manger que quand tu m'auras dit « j'ai faim ». Au bout de 24 heures, j'ai dû lui rendre sa pitance. Il se serait laissé périr d'inanition plutôt que d'articuler une syllabe. » Qu'en pense monsieur Seignebos ? Le docteur ne veut plus en entendre parler, répondit la supérieure, et, levant les yeux au ciel, ce qui prouve bien, ajouta-t-elle, que sans une intervention de la Providence, jamais ce malheureux n'eût dénoncé le crime dont il a été témoin. Et, tout de suite, revenant aux choses de la terre, « Mais ne nous débarrassera-t-on pas bientôt de ce pauvre idiot qui est une lourde charge pour notre hôpital ? Puisqu'il trouvait à vivre dans son village, pourquoi ne pas l'y renvoyer ? Nos malades et nos vieillards sont nombreux, et nous avons peu de place. » « Il faut attendre, ma sœur, que le procès de M. de Boiscoran soit terminé, » répondit le juge d'instruction. La supérieure eut un geste résigné. « C'est ce que le maire m'a déclaré, » dit-elle, « et c'est bien fâcheux. Je dois dire pourtant qu'on m'a permis de lui retirer la chambre où il avait été d'abord consigné. Je l'ai relégué au quartier des fous. Nous appelons ainsi 4 petites loges entourées d'un mur où nous plaçons les pauvres insensés qu'on nous confie provisoirement. » Mais elle s'arrêta. Le portier de l'hôpital, le sieur Vaudevin, s'avançait en saluant. « Qu'est-ce » demanda-t-elle. Vaudevin lui tendit un billet. « C'est un homme que vous amène un gendarme, » répondit-il. « Admission d'urgence. » La supérieure parcourait ce billet signé Seignebos. « Épileptique, » fit-elle, « et un peu idiot. Il ne nous manquait plus que cela. Et étranger, par-dessus le marché. En vérité, Monsieur Seignebos est trop facile. Que ne revoit-il tous ces gens-là se faire soigner dans leur commune ?» Et d'un pas assez leste pour son âge, suivie du portier et de M. d'Aveline, elle se dirigea vers le parloir. C'est là qu'on avait fait entrer le nouveau malade et, affaissé sur un banc, il présentait l'image achevée du plus parfait abrutissement. L'ayant examiné une minute, « Qu'on le mette au quartier des fous, » dit-elle. « Il tiendra compagnie à Coqueleu, et qu'on prévienne la sœur pharmacienne. Mais non, j'y vais moi-même. Monsieur le juge m'excusera. » Et elle sortit, laissant M. d'Aveline un peu rassuré. « Là n'est pas le danger, » pensait-il en se retirant. « Et si maître Folga compte sur un incident d'audience, ce n'est pas Coqueleu qui le lui fournira. » Chapitre 27. À l'heure même où le juge d'instruction sortait de l'hôpital, le docteur Seignebos et maître Folga se séparaient après un frugal déjeuner, l'un pour courir à ses malades, l'autre pour se rendre à la prison. Le jeune avocat était cruellement préoccupé. C'est la tête basse qu'il s'en allait le long des rues, et les diplomates bourgeois qui l'épiaient au passage, comparant sa mine sombre à l'air vainqueur de M. d'Aveline, se persuadaient que, bien décidément, Jacques de Boiscoran était perdu. En ce moment,
c'était presque la vie de maître Folga. Il traversait une de ces phases de morne découragement dont ne savent pas se préserver les hommes les plus énergiques lorsqu'ils s'acharnent à la poursuite de quelque but incertain et passionnément désiré. Les déclarations de la petite Marthe et de la femme de chambre lui avaient cassé bras et jambes. Après avoir cru bien tenir tous les fils de l'affaire, voilà que soudain les chevaux se brouillaient plus que jamais. Et c'était ainsi depuis le commencement. À chaque pas qu'il avait fait, le problème s'était compliqué de quelques circonstances inexplicables. À chacun de ses efforts, les ténèbres, au lieu de se dissiper, s'étaient épaissies. Ce n'était pas qu'il doutât plus qu'avant de l'innocence de Jacques. Non, le soupçon qui avait traversé son esprit s'était évanoui comme l'éclair. Il admettait, avec le docteur Saignebosse, la probabilité d'un complice, Coqueleu sans doute, chargé de l'exécution matérielle du crime. Mais quel parti tirer pour la défense de cette hypothèse ? Aucun. Goudard était un habile homme, et sa façon de s'introduire à l'hôpital et près de Coqueleu révélait un maître. Mais si subtil qu'il fût, et rompu à toutes les astuces de son métier, parviendrait-il à confesser un gredin qui se retranchait imperturbablement derrière la feinte imbécilité ? Si encore il eût eu du temps devant soi, mais les jours étaient comptés, et il allait être forcé de brusquer ses manœuvres. « C'est à jeter le manche après la cognée », pensait le jeune avocat. Cependant, il arrivait à la prison. Il sentit la nécessité de refouler toutes ses angoisses, et tandis que Blangin le précédait à travers les corridors en faisant tinter ses clés, il imposait à son visage l'expression de la confiance. « Enfin, c'est vous !» s'écria Jacques. Il avait évidemment souffert terriblement depuis la veille. La fièvre de l'inquiétude avait gonflé ses traits et injecté ses yeux de sang. Un tremblement nerveux le secouait. Pourtant, il attendit que le geôlier eût refermé la porte, et alors... « Qu'a-t-elle dit ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Minutieusement, maître Folga rendit compte de sa mission, rapportant presque textuellement les paroles de madame de Clodieuze. « Je la reconnais bien là !» s'exclamait le prisonnier. « Il me semble l'entendre. Quelle femme! Me défier ainsi !» Et dans sa colère, il serrait les poings jusqu'à s'enfoncer les ongles dans la chair. « Vous le voyez, » reprit le jeune avocat, « il n'y a pas à essayer de sortir de notre cercle de défense. Toute nouvelle démarche serait inutile. »« Non, » interrompit Jacques, « non, je n'en resterai pas là. » Et après quelques secondes de réflexion, si toutefois il était en état de réfléchir, « Pardonnez-moi, mon cher maître, dit-il, de vous avoir exposé à de tels outrages. J'aurais dû les prévoir, ou, pour mieux dire, je les prévoyais. Je savais bien que ce n'était pas ainsi que je devais engager le combat. Mais j'ai été lâche. J'ai eu peur. J'ai reculé. Insensé. Comme si je n'avais pas senti qu'il en faudrait toujours venir au suprême expédient. Eh bien, j'y arrive aujourd'hui. Et mon parti est pris. Que voulez-vous faire ? Allez trouver la comtesse de Clodieuze. La voir. Lui parler. Oh ! À moi, elle ne n'ira pas, peut-être. À moi, quand je la tiendrai sous mon regard, il faudra bien qu'elle avoue le crime dont je suis accusé. Maître Folga avait promis au docteur Saignebosse de ne point parler des déclarations de Marthe et de sa bonne. Mais il ne s'était pas interdit de s'en servir. « Et si madame de Clodieuze n'était pas coupable, fit-il, qui donc le serait ? Si elle avait un complice, eh bien, elle me le nommera, je l'exige. Il le faut. Je ne veux pas être déshonoré, je suis innocent. Je ne veux pas aller au bagne. » Essayer de faire entendre raison à Jacques c'eût été se montrer aussi fou que lui. « Prenez garde, dit simplement le jeune avocat. Notre défense est déjà difficile, ne la rendez pas impossible. Je serai prudent. Un scandale nous perd sans rémission. Soyez sans inquiétude. » Maître Folga se tut. Comment Jacques s'y prendrait pour sortir de la prison, il le devinait. Et s'il ne lui demandait pas de détails, c'est que sa situation de défenseur lui faisait une loi d'ignorer, ou du moins de paraître ignorer, certaines choses. « Maintenant, mon cher maître, reprit le prisonnier, un service, s'il vous plaît. Parlez. Je voudrais connaître aussi exactement que possible les dispositions de l'habitation de madame de Clodieuze. » Sans mot dire,
Maître Folga prit une feuille de papier et traça le plan de ce qu'il connaissait de la maison de la rue Mautrec, du jardin, du vestibule et du salon. « Et la chambre du comte ?» interrogea Jacques. « Où est-elle ?»« Au premier étage. »« Vous êtes sûr qu'il ne peut pas se lever ?»« Le docteur Seignebos me l'a dit. » Le prisonnier eut un mouvement de joie. « Alors tout va bien, fit-il. Et il ne me reste plus, mon cher défenseur, qu'à vous prier de dire à mademoiselle de Chandoré que j'ai besoin de la voir aujourd'hui, le plus tôt possible, qu'elle vienne accompagnée seulement d'une des tantes Lavarande. Et, je vous en conjure, hâtez-vous. » Maître Folga se hâta si bien que, 20 minutes plus tard, il arrivait rue de la Rampe. Mademoiselle Denise était dans sa chambre. Il la fit prier de descendre, et dès qu'il lui eut dit que Jacques l'attendait, « Je pars, répondit-elle simplement. Et, appelant une des demoiselles Lavarande, « Vite, tante Élisabeth, commanda-t-elle, vite, ton châle et ton chapeau, je sors et tu viens avec moi. » Le prisonnier comptait si bien sur l'empressement de sa fiancée que déjà il s'était fait conduire au parloir lorsqu'elle y arriva, tout essoufflé de la rapidité de sa course. Il lui prit les mains et les pressant contre ses lèvres. « Oh, mon ami, balbutia-t-il, comment vous remercier jamais de votre sublime fidélité au malheur ? Sera-ce assez de toute ma vie, si je la sauve, pour vous témoigner ma reconnaissance ?» Mais il se raidit contre l'attendrissement qui le gagnait, et, s'adressant à la tante Élisabeth, « Pardonnez-moi, lui dit-il, d'oser vous demander un service qu'une fois déjà vous avez bien voulu nous rendre. Il serait bien important qu'on n'entendît rien de ce que j'ai à confier à Denise, et je crains d'être épié. » Façonnée à l'obéissance passive, la brave demoiselle sortit sans se permettre une réflexion et alla se mettre au guet dans le corridor. L'étonnement de mademoiselle de Chandoré était grand, mais Jacques ne lui laissa pas le temps de prononcer une parole. « Ici même, commença-t-il, vous m'avez dit que si je voulais m'évader, Blangin m'en fournirait les moyens. » La jeune fille recula et d'un accent de stupeur immense, « Voudriez-vous donc fuir ?» balbutia-t-elle. « Jamais, à aucun prix. Seulement, vous devez vous rappeler que tout en résistant à vos prières, je vous ai dit qu'un jour peut-être j'aurais besoin de quelques heures de liberté. »« Je me souviens. »« Je vous ai prié de pressentir le geôlier à ce sujet. »« C'est fait. Avec de l'argent, il sera toujours à notre discrétion. » Jacques parut respirer plus librement. « Eh bien, reprit-il, le moment est venu. Il faut que demain je passe la soirée hors de la prison. Je voudrais sortir vers 9 heures. Je serai rentrée avant minuit. » Mademoiselle Denise l'arrêta. « Attendez, dit-elle, je vais appeler la femme de Blangin. » Le ménage des geôliers de Sauveterre ressemblait à beaucoup de ménages. Brutal, exigeant, despote, l'homme se coiffait sur l'oreille, parlait haut et ferme en roulant de gros yeux, et, par la raison du plus fort, prétendait régner. Humble, soumise, résignée en apparence, la femme baissait la tête, semblait toujours obéir, mais en réalité, de par le droit de l'intelligence, gouvernait. Quand le mari avait promis, il fallait encore le consentement de la femme. Dès que la femme s'était engagée, elle se chargeait de faire vouloir son mari. Mademoiselle Denise avait donc bien fait de s'adresser tout d'abord à madame Blangin. Appelée, elle accourut au parloir, la bouche pleine d'hypocrites protestations, jurant qu'elle était tout à la dévotion de sa chère demoiselle, rappelant le temps où elle était au service de monsieur de Chandoré, le seul bon temps de sa pauvre vie, soupirait-elle, et qu'elle regrettait toujours. « Je sais, interrompit la jeune fille, que vous m'êtes dévouée, mais écoutez-moi. » Et vivement, elle se mit à expliquer ce qu'elle souhaitait, tandis que Jacques, retiré un peu à l'écart, dans l'ombre, épiait les impressions de la femme du geôlier. Petit à petit, elle redressait la tête, et, quand mademoiselle Denise eut achevé, « Je comprends très bien, répondit-elle, et si j'étais la maîtresse, je dirais, c'est fait. Mais c'est Blangin qui est le maître dans la prison. Oh, il n'est pas méchant, seulement il tient à son devoir. Nous n'avons que notre place pour vivre. » « Ne vous l'ai-je pas déjà payé ? » ?»« Oh, je sais que mademoiselle n'est pas regardante. Vous m'aviez promis de parler de cette affaire à votre mari. Je lui en ai bien parlé, seulement je donnerai la même somme que l'autre fois. »« En or ? » ?»« Soit, en or. » Un éclair de convoitise brilla sous les épais sourcils de la geôlière, et néanmoins
se possédant toujours. Moyennant cela, dit-elle, mon homme consentira peut-être. Je vais la raisonner, et je vous l'envoie. Elle sortit en courant, et dès qu'elle eut disparu. Combien donc avez-vous déjà donné à Blangin? Demanda Jacques à mademoiselle Denise. 17 000 francs. Ces gens-là nous exploitent indignement. Eh, qu'importe l'argent. Que nous sommes-nous ruinés l'un et l'autre. Et que n'êtes-vous libre? Mais la geôlière n'avait pas été longue à décider son mari. Déjà, le pas lourd de Blangin retentissait dans le corridor, et presque aussitôt, il se montra, son bonnet de laine à la main, la mine obséquieuse et l'œil inquiet. « Ma femme m'a tout dit, commença-t-il, et je consens. Seulement, il faut nous entendre. Ce n'est pas une petite chose que vous me demandez. » D'un geste, Jacques l'interrompit. « N'exagérons rien, fit-il, je ne prétends pas m'évader. Je veux seulement sortir. Je vous reviendrai, je vous en donne ma parole. » « Pardi, c'est bien ça qui me tourmente. S'il ne s'agissait que de vous donner définitivement la clé des champs, je vous ouvrirais la prison, et puis, allez, des jambes. Un prisonnier qui s'évade, cela se trouve tous les jours. Tandis que sortir, vous promener, revenir, diable, et si l'on vous rencontre en ville, et si l'on vient vous demander pendant que vous serez dehors, et si l'on vous voit rentrer, qu'est-ce que je répondrai? Je veux bien être mis à pied pour négligence, je suis payé, et je m'en moque. Mais être accusé de complicité et fourré en prison, halte là. Je n'en suis plus. Visiblement, ce n'était qu'une préface. « Oh, que de paroles perdues, fit mademoiselle Denise. Expliquez-vous clairement. » Voilà. Il est impossible que monsieur passe par la porte. À la retraite, c'est-à-dire à 8 heures du soir, en cette saison, les soldats de garde s'installent à l'intérieur de la prison, et jusqu'à la Diane, le lendemain, ou autrement dit jusqu'à 5 heures du matin, je ne puis ni ouvrir ni fermer sans le sergent qui commande le poste. Voulait-il se faire valoir? Faisait-il les difficultés plus sérieuses qu'elles n'étaient véritablement? Enfin, interrompit Jacques, si vous consentez, c'est qu'il existe un moyen. J'en connais un, déclara le geôlier. Et trop grossier pour savoir dissimuler une longue préméditation, pour que la chose se fasse, continua-t-il, monsieur devra sortir de la prison comme s'il s'évadait pour de bon. Le mur qui relie les 2 tours n'a pas, à un certain endroit que j'ai sondé, plus de 2 pieds d'épaisseur, et de l'autre côté, qui donne sur les terrains vagues des anciens remparts, on ne place jamais de factionnaires. Je procurerai à monsieur un pic et un levier, et il fera un trou dans ce mur. Jacques haussa les épaules. Et le lendemain, fit-il, quand je serai rentré, comment expliquerez-vous ce trou béant? Blangin souriait. Bien sûr, répondit-il, je ne dirai pas qu'il a été fait par les rats. J'ai songé à tout. En même temps que monsieur sortira par le trou, un prisonnier qui, lui, ne reviendra pas. Quel prisonnier? Frumence Cheminot, pardi, qui ne demandera pas mieux que de prendre sa volée et qui donnera même un bon coup de main pour percer le mur. Que monsieur s'entende avec lui, mais sans lui dire, par exemple, que je suis de l'affaire. Comme cela, quoi qu'il arrive, je ne serai pas compromis. Le plan était bon, en effet. Seulement Blangin avait tort de s'en faire honneur. L'idée était de sa femme. « Eh bien, dit Jacques, voilà qui est entendu. Procurez-nous le pic et le levier. Montrez-moi l'endroit où il faut attaquer le mur, et je me charge de Cheminot. Demain, dans la journée, l'argent vous sera remis. » Et il s'apprêtait à suivre le geôlier, qui venait de sortir, quand mademoiselle Denise le retint, levant sur son fiancé ses beaux yeux tremblants. « Vous le voyez, Jacques, prononça-t-elle. Je n'ai pas hésité à tout tenter pour vous faire obtenir ces quelques heures de liberté que vous souhaitiez. Puis-je maintenant vous demander ce que vous en comptez faire? » Et comme il se taisait. « Où voulez-vous aller? » insista-t-elle. Un flot de sang empourprait le visage du malheureux et d'une voix troublée. « Je vous en conjure, Denise, dit-il, n'exigez pas que je vous réponde. Permettez-moi de garder ce secret, le seul que j'aurai jamais pour vous. » 2 larmes qui tremblaient dans les longs cils de la jeune fille roulèrent sur ses joues. « Je vous entends, balbutia-t-elle. Je ne vous entends que trop. Quoique ne sachant rien de la vie, déjà,
En découvrant qu'on me cachait quelque chose, j'avais eu comme un pressentiment. Désormais, je ne puis plus douter. C'est près d'une femme que vous vous rendrez demain soir. Denise, suppliait Jacques à mains jointes. Denise, par pitié. Elle ne l'écoutait pas, secouant doucement la tête. Près d'une femme, poursuivait-elle, que vous avez aimée sans doute, ou que vous aimez encore, aux genoux de laquelle vous avez peut-être murmuré ces mêmes paroles que vous murmuriez à mes genoux. Comment avez-vous pu vous souvenir d'elle au milieu de nos angoisses? Elle ne vous aime donc pas? Comment n'est-elle pas venue, vous sachant prisonnier et faussement accusé d'un crime abominable? Jacques n'en pouvait supporter davantage. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Plutôt 1000 fois tout vous dire que de laisser un soupçon effleurer votre cœur. Écoutez, et pardonnez-moi. » Mais elle l'arrêta en lui posant la main sur les lèvres, et, toute palpitante, « Non, je ne veux rien savoir, » dit-elle. « Rien. J'ai foi en vous. Rappelez-vous seulement que vous êtes tout pour moi. L'espérance, l'avenir, la vie. Si vous m'aviez trompée, je sens bien, malheureuse, que je ne cesserai pas de vous aimer. Mais je sais aussi que je n'aurai pas longtemps à souffrir. » Éperdu de douleur et d'amour, « Denise, » répétait Jacques, « Denise, mon amie adorée, laissez-moi vous avouer ce qu'est cette femme, et pourquoi il faut que je la voie. »« Non, » interrompit-elle, « non, faites ce que vous dit votre conscience, je crois en vous. » Et au lieu de lui tendre son front comme d'ordinaire, elle s'enfuit en entraînant la tante Élisabeth, et si vite qu'il se précipita hors du parloir, il n'aperçut plus qu'une ombre glissant au fond du corridor. Jamais encore, jusqu'à ce jour, Jacques n'avait pu prendre sur lui de haïr véritablement la comtesse de Clodieuses, de cette haine aveugle et farouche qui ne rêve plus que vengeance. Bien des fois, sans doute, dans la solitude de sa prison, il l'avait maudite, mais toujours, au plus fort de ses colères, s'élevait du fond de son âme un sentiment de miséricorde et de pitié pour cette maîtresse qu'il avait tant aimée. Car il l'avait adorée follement, il ne se le dissimulait pas. Il lui avait dû les premières ivresses de son adolescence, ces sensations âpres ou exquises qu'on ne saurait oublier. Dans sa cellule même, il tressaillait au souvenir de certaines de ses attitudes. Il revoyait ses yeux noyés de voluptueuses langueurs. Il entendait le timbre charmant de sa voix. Il respirait le parfum qu'elle portait d'habitude. Situation, avenir, honneur, elle l'avait mis dans le cadre de tout perdre, qu'il se sentait encore bien près de pardonner. Mais lui enlever le cœur de sa fiancée, lui ravir cet amour ardent et pur comme la flamme, ah, c'était combler la mesure. « Et je la ménagerais encore, » se disait-il, ivre de rage. « J'hésiterais à la perdre. Je n'en ai plus le droit, c'est l'existence de Denise que je défends. » Plus que jamais, il était résolu à l'expédition du lendemain, sentant bien que le courage ne lui manquerait plus. Précisément, et c'était une adresse du geôlier, c'est Cheminot qui fut chargé de le reconduire à sa cellule, et selon l'expression des geôles, de l'y boucler. Il le fit entrer, et tout de suite, carrément, il lui exposa ce qu'il attendait de lui. Sur la foi de Blangin, il était persuadé qu'à la seule idée de s'évader, le vagabond allait bondir de joie. Il n'en fut pas ainsi. Le visage souriant de Frumence Cheminot s'assombrit, et se grattant l'oreille d'un air perplexe, « C'est que, répondit-il, faites excuse, je n'ai pas du tout envie de m'en sauver. » Jacques en tressauta de stupeur sur sa chaise. Cheminot lui refusant son concours, c'était sa sortie manquée, ou tout au moins remise. « Parlez-vous sérieusement, Frumence ?» demanda-t-il. « Dame, oui, mon pauvre monsieur. Ici, voyez-vous, je ne suis point mal, j'ai un bon lit, je mange 2 fois tous les jours, je n'ai rien à faire, et j'attrape par-ci, par-là, de l'un ou de l'autre, quelques sous pour m'acheter du vin et du tabac. Mais la liberté, mon brave. Eh bien, quoi, on me la rendra. Je n'ai point commis de crime, n'est-ce pas? J'ai escaladé un brin le mur d'un verger. On n'est pas pendu pour ça. J'ai consulté monsieur Magloire, et il m'a dit, tout net, mon affaire. Je passerai en police correctionnelle, et j'en aurai pour 3 ou 6 mois.
ce n'est pas le diable à tirer. Tandis que si je m'évade, on mettra les gendarmes à mes trousses, ils me rattraperont, je serai ramené ici, et alors, comment me traitera-t-on? Sans compter que de s'évader et de dégrader une prison, c'est grave. » Comment combattre une résolution si sage et de si bonne raison? L'inquiétude prenait presque Jacques. « Pourquoi les gendarmes vous reprendraient-ils, mon brave ?» fit-il. « Parce qu'ils sont les gendarmes, mon bon monsieur. Et puis, ce n'est pas tout. Si nous étions au printemps, je vous dirais « j'en suis ». Mais nous voilà en automne. Les mauvais temps vont venir, l'ouvrage va manquer. Fainéant incurable, Cheminot se préoccupait toujours beaucoup de l'ouvrage. « Les vendanges se feront donc sans vous, reprit Jacques. Le vagabond eut un geste de regret. C'est vrai qu'on s'amuse aux vendanges, dit-il. Eh bien, mais c'est l'affaire d'une quinzaine. Après les vendanges, l'hiver vient. Et l'hiver, bonnes gens, c'est mon ennemi. Je me suis vu, des fois qu'il gelait à pierre fendre et qu'il tombait de la neige, ne savoir où gîter. Brrr, ici, il y a des poêles et l'administration donne des chaussons bien chauds. Oui, mais il n'y a pas de veillée. Hein, Frumence, de ces bonnes veillées où l'on boit du vin cuit et où l'on compte des gaillardises aux filles en écossant des haricots ou en égrenant du maïs. Oh, je sais. J'ai bien ri à des moments. Mais le froid. Où aller sans le sou? C'était là, justement, que Jacques en voulait venir. J'ai de l'argent, dit-il. Je le sais bien. Croyez-vous donc que je vous laisserai filer les poches vides? Ce que vous me demanderiez, je vous le donnerai. Vrai? S'écria le vagabond. Et, arrêtant sur Jacques un regard où se peignait à la fois la surprise, l'espérance et la joie. C'est qu'il me faudrait beaucoup, reprit-il. L'hiver est long. Il me faudrait... Oh oui, il me faudrait bien 50 pistoles. 50 pistoles, c'est 500 francs. Je vous en donnerai 100, dit Jacques. L'œil de Cheminot étincela. Il dut avoir comme une vision de ces irrésistibles cabarets de Rochefort où il avait mené si joyeuse vie. Mais, hésitant à croire à tant de bonheur, « Monsieur ne voudrait-il pas se moquer de moi ?» fit-il timidement. « Voulez-vous la somme tout de suite ?» répondit Jacques. « Attendez. » Il sortit du tiroir de la table un billet de 1000 francs. Mais à la vue de ce billet, le vagabond retira vivement la main qu'il tendait déjà. « Oh, comme cela, fit-il. Non, je sais ce que vaut ce papier, en ayant eu de pareils autrefois. Mais en ce moment, qu'en ferais-je? Ce serait dans ma poche comme une feuille d'arbre, car au premier endroit où je voudrais le changer, on me mettrait la main au collet. Ce n'est pas une difficulté. Avant demain, je me serai procuré de l'or, des pièces de 100 sous ou des petits billets, à votre choix. Cette fois, Cheminot battit gaiement des mains. « Mettez un peu de l'un et un peu de l'autre, s'écria-t-il, et je suis votre homme. Vive la liberté! Où est le mur à percer? Je vous le montrerai demain, et d'ici là, Cheminot, silence. » C'est le lendemain seulement, en effet, que Blangin montra à Jacques l'endroit où la muraille avait le moins d'épaisseur. C'était dans une espèce de cellier où personne jamais ne venait, où l'on serrait des outils de rebut et où se trouvaient des pics et des leviers. « Et pour que nul ne vous dérange, dit le geôlier, j'aurai ce soir à dîner 2 camarades, et j'inviterai le sergent de garde. On rira, on ne pensera pas aux prisonniers. Ma femme aura l'œil au guet, et s'il se présentait quelque ronde, elle viendrait vite vous prévenir, et dardard, vous remonteriez chez vous. » Tout bien convenu, sitôt la nuit venue, Jacques et Frumence Cheminot, munis d'une bougie, se glissaient dans le cellier et se mettaient à la besogne. Rude besogne que de percer ce vieux mur, et jamais Jacques n'en fût venu à bout tout seul. L'épaisseur n'était même pas ce qu'avait annoncé Blangin, mais la solidité passait toute attente. Nos pères bâtissaient bien. Le temps aidant, le ciment avait fait corps avec la pierre et en avait acquis la dureté. C'était comme si l'on eût attaqué un bloc de granit. Le vagabond, heureusement, avait la poigne solide, et, malgré les précautions qu'il prenait pour que son travail ne s'entendît pas, en moins d'1 heure, il eut creusé un trou par où un homme pouvait passer. Il y avança la tête,
et après un moment d'observation, « Tout va bien, dit-il, la nuit est noire et l'endroit est désert. Ma foi, je me risque. » Il passa, Jacques le suivit, et instinctivement ils se hâtèrent de gagner une place où les arbres faisaient l'ombre encore plus épaisse. Une fois là, « Tenez, dit Jacques en tendant à un cheminot une liasse de billets de 5 francs. Joignez ceci aux 100 pistoles que je vous ai données tantôt. Merci, vous êtes un brave garçon. Et si je me tire d'affaire, je ne vous oublierai pas. Et maintenant, séparons-nous. Jouez des jambes, soyez prudents. Et bonne chance. » Ayant dit, il s'éloigna à grands pas. Mais Cheminot ne tira pas de son côté, comme c'était convenu. Tout de même, pensait le vagabond, c'est une drôle d'histoire que celle de ce pauvre monsieur. Où peut-il bien aller ainsi? Et la curiosité l'emportant sur la prudence, il suivit. Chapitre 28. C'est rue Mautrec que se rendait Jacques de Boiscoran, mais il savait de quelle réprobation effroyable il était l'objet. À prendre le chemin le plus court, à traverser les rues fréquentées, il eût risqué d'être reconnu et peut-être arrêté. Il s'était donc résigné à un long détour, et il s'était engouffré dans le dédale des ruelles sombres et tortueuses de la vieille ville. Il s'en allait d'un pas fiévreux, se détournant des rares passants, son chapeau de feutre rabattu sur les yeux, et, pour plus de sûreté encore, tenant son mouchoir appliqué contre sa figure. Il était bien près de 9h30, lorsqu'il arriva à la maison qu'habitaient le comte et la comtesse de Clodieuze. Le portillon était enlevé et la porte fermée. N'importe, Jacques avait son plan. Il sonna. Une bonne, qui ne le connaissait pas, vint ouvrir. « Madame la comtesse de Clodieuze ?» demanda-t-il. « Madame ne peut recevoir personne, » répondit cette fille. « Madame est près de monsieur qui est au plus mal ce soir. »« Il faut pourtant que je lui parle. »« Impossible. Allez lui dire qu'un monsieur, qui est envoyé par le juge d'instruction, désire l'entretenir un instant. C'est pour l'affaire Boiscoran. »« Que ne le disiez-vous tout de suite ?» fit la servante. « Venez !» Et dans sa précipitation, oubliant de refermer la porte, elle précéda Jacques à travers le jardin. Une fois dans le vestibule, ouvrant le salon, « Que monsieur entre, dit-elle, et s'assoie pendant que je monte prévenir madame. » Et, ayant allumé les bougies d'un des candélabres de la cheminée, elle s'éloigna. Tout, jusqu'à ce moment, marchait au gré de Jacques, et mieux même qu'il n'eût osé le souhaiter. Restait à empêcher la comtesse de se retirer en l'apercevant et de lui échapper. Très heureusement, la porte du salon ouvrait en dedans. Il alla se poster derrière le battant resté ouvert et attendit. Depuis 24 heures qu'il se préparait à cette entrevue, il avait arrangé dans sa tête ce qu'il aurait à dire. Mais voici qu'au dernier moment, de même que les feuilles mortes au souffle de la tempête, toutes ses idées s'éparpillaient. Son cœur battait avec une telle violence qu'il lui semblait remplir du bruit de ses battements ce grand salon délabré. Il se croyait de sang-froid pourtant, et de fait, il avait cette lucidité particulière qui donne à certains actes des fous une apparence de logique. Il commençait à s'étonner d'attendre si longtemps, quand enfin des pas légers et le frôlement d'une robe lui annoncèrent madame de Clodieuze. Elle entra, vêtue d'un long peignoir de couleur sombre, et fit quelques pas dans le salon, étonnée de n'apercevoir pas celui qui la demandait. C'était bien ce qu'avait prévu Jacques. Violemment, il repoussa le battant de la porte, et se dressant devant, « À nous deux » fit-il. Se retournant au bruit, « Jacques !» s'écria la comtesse. Et, terrifiée, comme d'une apparition, elle regardait autour d'elle, cherchant une issue. Une des portes-fenêtres du salon était demeurée entrebâillée, et elle allait s'y précipiter. Jacques s'avança. « N'essayez pas de m'échapper, » prononça-t-il, « car je vous le jure, je vous poursuivrai jusque dans la chambre de votre mari, jusqu'au pied de son lit. » Elle le regardait comme si elle n'eût pas compris. « Vous » balbutia-t-elle. « Ici ?»« Oui, » répondit-il, « moi. Cela vous étonne, n'est-ce pas? Vous vous disiez, il est prisonnier, bien gardé par les verrous et par les geôliers. Je puis dormir tranquille. Pas de preuves, il ne parlera pas. J'ai commis le crime, et c'est lui qui sera condamné. Coupable, je suis sauvé. Innocent, il est perdu. Vous pensiez que tout était dit? Eh bien, non, me voici.
L'expression d'une indicible horreur contractait les traits si beaux de la comtesse. « C'est monstrueux !» fit-elle. « Monstrueux, en effet. »« Assassin ! Incendiaire !» Il éclata de rire, d'un rire strident, convulsif, terrible. « C'est vous, dit-il, qui m'appelez ainsi ?» En un suprême effort, madame de Clodieuses rassemblait toute son énergie. « Oui, répondit-elle, oui, à moi, vous ne pouvez pas nier le crime. Je sais, moi, les mobiles que les juges ignorent. Croyant que j'allais exécuter mes menaces, vous avez eu peur. Lorsque je vous ai quitté en courant, vous vous êtes dit « C'est fini, elle va tout révéler à son mari. » Et alors, vous avez allumé l'incendie pour attirer mon mari dehors. Incendiaire ! Et vous avez fait feu sur lui. Assassin !»« Et voilà ce que vous avez trouvé, interrompit-il. À qui espérez-vous faire croire cette explication absurde ? Nos lettres étaient brûlées, et de même que vous niez avoir été ma maîtresse, je pouvais nier avoir été jamais votre amant. Et d'ailleurs, est-ce moi qu'un scandale eût atteint ? Vous savez bien que non. Vous n'ignorez pas que la même chose qui déshonore une femme décore un homme d'un lustre nouveau. Telles sont nos mœurs. Et quant à redouter monsieur de Clodieuses, on me connaît assez pour savoir que je ne crains personne. Au temps où nous cachions nos amours au fond de la rue des Vignes, oui, je pouvais avoir peur de votre mari, venant nous surprendre, le code d'une main, un revolver de l'autre, fort de cette loi sauvage et stupide qui fait du mari le juge de sa propre cause et l'exécuteur du jugement qu'il prononce. Hors de là, hors ce cas de flagrant délit qui permet à un homme de tuer comme un chien un autre homme qui ne peut ou ne veut se défendre, que m'importait le comte de Clodieuses ? Que m'importaient vos menaces à vous et sa haine à lui ? C'est froidement qu'il s'exprimait ainsi, d'un accent âpre et tranchant comme un glaive, et avec cette certitude qui pénètre, qui s'enfonce dans l'esprit. La comtesse chancelait. « Est-ce imaginable ?» bégayait-elle. « Est-ce possible ?» Puis tout à coup, redressant le front. « Mais je deviens folle !» reprit-elle. « Si vous étiez innocent, qui donc serait le coupable ?» D'un mouvement frénétique, Jacques lui saisit les poignets et les serrant à les meurtrir, et se penchant vers elle, si près qu'elle sentit son souffle comme une flamme sur son visage. « Toi, exécrable créature, dit-il, toi !» Et la repoussant avec une si furieuse violence qu'elle tomba sur un fauteuil. « Toi, poursuivit-il, qui voulais être veuve pour m'empêcher de briser ma chaîne. À notre dernier rendez-vous, te croyant écrasé de douleur et bouleversé par tes larmes hypocrites, n'ai-je pas eu l'indigne faiblesse, la stupide lâcheté de te dire que si j'épousais Denise, c'était uniquement parce que tu n'étais pas libre ? Alors ne t'es-tu pas écrié « Oh mon Dieu, heureusement, cette épouvantable idée ne m'est pas venue plus tôt !» De quelle idée s'agissait-il, Geneviève ? Allons, réponds et avoue qu'elle venait trop tôt encore, puisque tu l'as mise à exécution. Et, répétant d'un ton d'écrasante ironie la phrase que venait de prononcer madame de Clodieuses, « Qui donc serait le coupable ?» ajouta-t-il. « Si vous étiez innocente !» Hors de soi, elle bondit de son fauteuil, et plongeant dans les yeux de Jacques un de ces regards qui fouillent jusqu'aux plus sombres profondeurs de l'âme. « Est-il bien possible, demanda-t-elle, que vous n'ayez pas commis le crime affreux ?» Il haussa les épaules. « Mais alors, insista-t-elle, haletante, c'est donc vrai ? C'est donc réel ? Vous croyez que c'est moi qui l'ai commis ? Peut-être l'avez-vous seulement commandé ? D'un geste délirant, elle leva au ciel ses mains jointes, et d'une voix déchirante. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Il le croit sincèrement !» Un grand silence suivit, sinistre, formidable, tel que celui qui succède au fracas de la foudre. Debout en face l'un de l'autre, Jacques et la comtesse de Clodieuses s'examinaient éperdument, comprenant que l'heure suprême de leur destinée sonnait. En chacun d'eux éclatait, fulgurante, la conviction de l'innocence de l'autre. Pas besoin d'explication. Ils avaient été abusés par les apparences, et ils le reconnaissaient, ils en étaient sûrs. Et tel était pour eux l'effarement de cette découverte, que l'idée ne leur venait pas de rechercher quel pouvait être le coupable. « Que faire ?» interrogea enfin la comtesse. « Dire la vérité, » répondit Jacques. « Quelle ? Que j'étais votre amant ?
que si je suis allé au Valpinçon, c'est que vous m'y aviez donné rendez-vous, que si on a retrouvé l'enveloppe d'une de mes cartouches, c'est que je l'avais brûlée pour obtenir du feu, que si j'avais les mains noircies, c'est que j'avais émietté, pour les éparpiller au vent, les débris carbonisés de nos lettres. « Jamais !» s'écria la comtesse. Des flots de sang empourpraient le visage de Jacques, et d'un accent d'impitoyable énergie. « Ce sera, cependant, prononça-t-il. Je le veux, il le faut. » Madame de Clodieuse se tordait les bras. « Jamais !» répéta-t-elle. « Jamais !» Et avec une précipitation convulsive. « Ne comprends-tu donc pas, poursuivit-elle, que la vérité est impossible à dire ? Ce n'est pas à notre innocence qu'on croirait, mais à notre complicité. N'importe, je ne veux pas périr. Dites que vous ne voulez pas périr seul. Soit. Tout avouer ne serait pas vous sauver, mais ce serait me perdre sûrement. Est-ce là ce que vous exigez ? Quand il y aura 2 victimes au lieu d'une, votre sort vous paraîtra-t-il moins cruel ? Il l'arrêta d'un geste menaçant. Toujours la même, s'écria-t-il. Je sombre, je me noie, et elle réfléchit, elle calcule, elle se marchande. Et elle disait m'aimer. Jacques, interrompit madame de Clodieuse, et se rapprochant de lui. Ah, je calcule, fit-elle. Ah, je réfléchis. Eh bien, écoute. Oui, c'est vrai, je tenais à mon intacte renommée d'honnête femme 1000 fois plus qu'à la vie. Mais, au-dessus de ma vie et de ma renommée, il y a toi. Tu sombres, dis-tu. Eh bien, partons. Un mot de tes lèvres, et j'abandonne tout. Honneur, pays, famille, mon mari, mes enfants. Parle, et je te suis sans détourner la tête, sans un regret, sans un remords. De grands frissons lui couraient par tout le corps. Sa poitrine haletait, ses yeux étincelaient d'un insupportable éclat. Dans l'emportement de ses gestes, son peignoir attaché à la hâte se dénouait, et sur son sein et sur ses épaules, qui avaient les blancheurs éblouissantes du marbre, ses cheveux déroulés retombaient en masse fauve. Et d'une voix frémissante de passion contenue, douce et molle comme une caresse, ou sonore comme un cuivre. « Qui nous retient ?» poursuivait-elle. « Puisque tu as su sortir de prison, le plus difficile est fait. Je songeais d'abord à emmener notre fille, ta fille, Jacques, mais elle est bien malade, et d'ailleurs un enfant nous trahirait. Seul, on ne nous rejoindra jamais. Ce n'est pas l'argent qui nous manquera, n'est-ce pas ? Nous nous envolerons vers ces contrées lointaines dont on voit les descriptions féeriques dans les livres de voyage. Là, inconnus de tous, oubliés, ignorés, notre vie ne sera plus qu'un long enchantement. Tu ne diras plus alors que je me marchande. Je serai bien à toi, toute et uniquement à toi, corps et âme, ta femme, ta maîtresse, ton amie, ton esclave. Elle renversait la tête en arrière, et les paupières mi-closes, avançant les lèvres avec des inflexions énervantes. « Dis, insista-t-elle, veux-tu, Jacques ?» Il l'écarta d'un geste farouche. Ce lui semblait un sacrilège qu'elle osât, de même que Denise, lui proposer de fuir. « Plutôt le bagne !» s'écria-t-il. Elle blêmit, un spasme de rage convulsa ses traits, et se reculant, roide et tout d'une pièce. « Que voulez-vous donc ?» interrogea-t-elle. « Que vous m'aidiez à me sauver, » répondit-il. « Quitte à me perdre moi-même ?» Il ne répondit pas. Alors elle, si humble l'instant d'avant, se redressant tout à coup, et d'un accent de haineuse raillerie. « En d'autres termes, reprit-elle, tu viens me demander de me sacrifier, et de sacrifier du même coup tous les miens ? Pour toi ? Oui. Mais bien plus encore pour mademoiselle de Chandoré. Et cela te paraît tout simple. Je suis le passé, moi, le rassasiement, le dégoût. Elle est l'avenir, elle, le désir, le rêve. Et tu trouves tout naturel que la vieille maîtresse fasse litière de son amour et de son honneur à la jeune fiancée ? Il t'importe peu que je sois avilie, pourvu qu'elle soit honorée, que je pleure pourvu qu'elle sourie ? Eh bien non,
Et c'est de la folie que de venir me prier de te sauver pour te jeter dans les bras d'une autre. C'est de la démence, quand, pour t'arracher à Denise, je suis prête à me perdre. Pourvu que tu sois à jamais perdu. » « Misérable !» s'écria Jacques. Elle le regardait en ricanant, et de ses yeux s'irradiait une infernale audace. « Ne me connais-tu donc pas ?» insista-t-elle. « Va, parle, dénonce. Maître Folga a dû te dire comment je sais nier et me défendre. » Ivre de colère, arrivé à ce degré où la raison s'égare, Jacques de Boiscoran marchait la main levée sur madame de Clodieuze, quand, tout à coup, « Ne frappez pas cette femme !» dit une voix. Jacques et la comtesse se retournèrent, et un même cri aigu et terrible qui dut s'entendre au loin s'échappa de leur gorge. Dans le cadre de la porte, le comte de Clodieuze se tenait debout, le revolver prêt à faire feu. Il était plus pâle qu'un spectre, et la robe de chambre de flanelle blanche qu'il avait jetée sur ses épaules flottait comme un linceul autour de ses membres amaigris. Le premier cri de madame de Clodieuze était monté jusqu'au lit où il se mourait. Un pressentiment horrible lui avait traversé le cœur. Il s'était levé, et se traînant, et s'accrochant à la rampe, il était venu. « J'ai tout entendu, » dit-il, foudroyant les coupables d'un regard implacable. Avec un gémissement sourd, la comtesse s'affaissa sur un fauteuil. Mais Jacques se redressa. « L'outrage est flagrant, monsieur, dit-il. Vengez-vous. » Le comte haussa les épaules. « C'est la cour d'assises qui me vengera, dit-il. »« Dieu juste, me laisseriez-vous condamner pour un crime que je n'ai pas commis ? Ah, ce serait une lâcheté indigne. » Monsieur de Clodieuze était si faible qu'il en était réduit à s'accoter contre le montant de la porte. « Serait-ce une lâcheté ? fit-il. « Alors, comment appelez-vous l'acte de misérable qui, bassement, honteusement, vole la femme d'un autre homme et le charge de ses bâtards ? C'est vrai, vous n'êtes ni un incendiaire, ni un assassin. Mais quel incendie de ma maison, près de l'effondrement de toutes mes croyances. Que sont les blessures du corps comparées à cette autre blessure de l'âme que rien ne saurait cicatriser ? À vous la cour d'assises, monsieur. » Terrifié, Jacques se sentait rouler au fond d'indéfinissables abîmes. « La mort, plutôt !» s'écria-t-il. « La mort !» Et, entr'ouvrant ses vêtements, « Mais tirez donc, monsieur ! Tirez donc ! Le sang vous fait-il peur ? Tirez ! J'ai été l'amant de votre femme. Votre plus jeune fille est ma fille. » Le comte, au contraire, abaissa son arme. « La cour d'assises est plus sûre, » prononça-t-il. « Vous m'avez pris mon honneur, je veux le vôtre. Et s'il le faut, pour que vous soyez condamné, je dirai, et j'en ferai le serment, que je vous ai reconnu. Vous irez au bagne, monsieur de Boiscoran. » Il voulut s'avancer, mais ses forces étaient à bout, et il tomba roide, en avant, la face contre terre, les bras en croix. Saisi d'horreur, éperdu, fou, Jacques s'enfuit.